Alors, chapitre 13, la négociation collective. Alors, nous allons commencer par les éléments introductifs. Alors, quels sont les statuts collectifs négociés? Il y en a deux. Il y a les conventions collectives, qui sont sur l'ensemble de points, et les accords collectifs sont sur un point précis. Il y a deux types de niveaux de négociation qu'on verra par la suite plus en détail, le champ géographique et le champ professionnel. Nous allons maintenant parler de la négociation des accords collectifs. Les parties des accords collectifs sont les suivants. Il y a le parti salarial et le parti patronal. Le parti patronal, qui peut être les organisations syndicales d'employeurs, les autres associations d'employeurs, ou encore l'employeur qui est pris individuellement. La négociation collective d'entreprise, c'est une négociation qui est menée par le délégué syndical ou, par exception, avec des négociations dérogatoires qui sont donc des négociations dépourvues de DS, délégués syndicaux. Donc on va prendre les exceptions des dérogations dérogatoires. Alors, s'il y a moins de 11 salariés, on peut mettre en place un accord collectif via une majorité de 2/3 des salariés. Entre 11 à 49 salariés, s'il y a un salarié mandaté, alors c'est un vote majoritaire du CSE, et s'il n'y a pas de... ou sinon c'est un vote majoritaire du personnel. Il y a deux choix possibles. Lorsque l'entreprise a plus de 50 salariés, il y a plusieurs possibilités. On va voir dans l'ordre des priorités, des étapes, la première étape, et si ce n'est pas possible, on passe à la deuxième, et ainsi de suite. La première, c'est le vote majoritaire du personnel légitime avec un membre du CSE qui est mandaté. Et dans ce cas-là, on peut faire tous les accords et conventions collectives. Si ce n'est pas possible, il peut y avoir un vote majoritaire du personnel légitime sans membre du CSE mandaté, donc qui n'est pas inscrit à une liste de syndicats. Dans ce cas-là, on peut faire seulement certains types de accords et conventions collectives. Troisième possibilité, un vote majoritaire du personnel légitime sans délégués syndicaux ni CSE, mais dans l'entreprise, il y a un salarié qui est mandaté via une organisation syndicale. Et dans ce cas-là, c'est un peu plus complexe, mais on peut mettre en place tout ce qui est accords et conventions collectives sans limite. Et le dernier cas, qui est très exceptionnel, qui est le vote majoritaire avec les représentants de la section syndicale. Et ça, pour le coup, on peut faire tous les accords et les conventions collectives, mais c'est à titre exceptionnel et c'est très rare. Le cas particulier qu'on peut mettre en place aussi, c'est le conseil d'entreprise, qu'on avait vu déjà précédemment, et qui remplace le CSE, et qui a donc la capacité de négocier tout ce qui est accords et conventions collectives. Maintenant, nous allons parler du contenu de la négociation. Il y a deux cas, celle de la branche et de l'entreprise. Alors déjà, la négociation obligatoire au niveau de la branche, il y a les dispositions d'ordre public, c'est-à-dire les négociations obligatoires tous les 4 ans sur 5 thèmes précis. Et après, il y a aussi la négociation d'un accord d'adaptation. Donc, qu'est-ce qu'on entre dans cet accord d'adaptation? Il y a le calendrier, la périodicité, les thèmes, les modalités de négociation. Et tous ces accords ne peuvent pas excéder 5 ans. Il y a les dispositions, bien sûr, supplétives, si rien n'a été prévu auparavant. Tout ce qui est salaire, c'est annuel. Tout ce qui est égalité homme-femme, c'est triennal. Et tout ce qui est révision de la classification, c'est au niveau quinquennal. Alors, pour les négociations obligatoires au niveau de l'entreprise, cette fois-ci, on va reprendre les dispositions d'ordre public, qui comprennent les rémunérations, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l'égalité homme-femme, et dans certaines entreprises, la gestion des emplois et parcours professionnels, selon la taille et les spécificités. Les négociations d'un accord d'adaptation, cette fois-ci, c'est également calendrier, périodicité, thème, modalité de négociation. Et les dispositions supplétives, si rien n'a été prévu, les salaires et les égalités hommes-femmes, c'est annuel,
Et dans ce cas-là, comme je vous ai dit, il faut vraiment dans certaines entreprises et pas toutes, et ben, la gestion des emplois et parcours professionnels, c'est en termes triennal. Alors, comment on conclut les accords collectifs? Il y a les conditions de forme, déjà. Il faut que l'acte soit écrit, qu'il soit écrit en français, qu'il comporte un préambule des objectifs et du contenu, et bien sûr, ça peut être opposable aux salariés. Les conditions de fond. Alors, pour l'accord de branche, il doit être signé par 30% des suffrages par les organisations des syndicales représentatives, et il ne faut pas qu'il y ait plus de 50% d'opposition pour ces mêmes suffrages. Pour les accords d'entreprise, il faut que ça soit signé cette fois-ci par 50% des suffrages des organisations des syndicales représentatives, ou ça peut être signé par 30% des suffrages, mais dans ce cas-là, il faudra passer par un référendum des salariés. Pour la publicité du coup de ces accords collectifs, alors déjà, quels sont les organismes? On va parler des organismes, du côté des salariés, et s'il y a une absence de publicité, quelles sont les conséquences? Alors, niveau organisme, les accords et conventions collectives d'entreprise doivent être déposés au DRETS, et les accords et conventions collectives de branche doivent être déposés au ministère du Travail. Les accords qui sont étendus doivent être publiés sur Légifrance, et bien évidemment, faut que les accords soient déposés au Conseil des prud'hommes. Pour les salariés, c'est communication par l'employeur. Il faut que ces accords soient remis aux salariés embauchés. Et s'il y a un intranet, il faut publier ces accords sur l'intranet. En cas d'absence de publicité, ça rend inopposables les accords tout simplement, s'il n'y a pas de publicité, mais les bénéfices, par contre, sont gardés. Et il peut y avoir une indemnisation du préjudice s'il y a absence de publicité. Maintenant, nous allons parler des effets des accords collectifs. Alors déjà, condition de l'application d'un accord ou convention collectif. Alors, l'employeur doit être partie de l'accord de convention collective, soit signature ou adhésion à un organisme patronal. Il y a deux possibilités. Et l'entreprise doit être dans le champ professionnel et géographique. Mais, nous allons voir là qu'il y a des cas spécifiques. Il y a le cas de l'extension. Alors, c'est un acte administratif qui est hors du champ professionnel. Extension hors du champ professionnel. Quelles sont les conditions de ce cas-là? Ça traite certains points du Code du travail. Il faut que ça soit négocié et conclu au sein d'une commission paritaire de négociation. Il ne faut pas qu'il y ait d'opposition des organisations syndicales patronales. Et il faut que la procédure légale soit respectée. Alors, qu'est-ce que la procédure légale? En fait, il faut un avis de la Commission nationale de la négociation collective, puis un arrêté pris par le ministre du Travail. Pour le cas de l'élargissement, cette fois-ci, on parle d'un cas où c'est hors du champ géographique, élargissement géographique. Les conditions, en cas de carence de négociateurs, impossibilité persistante de conclure un accord. Alors, le cas particulier de l'application volontaire. Tout simplement, on peut avoir un accord ou une convention par usage ou engagement unilatéral, ou intégration dans le contrat de travail, ou mention dans le bulletin de paye. Les effets sur le contrat de travail. Il y a un effet immédiat, un effet impératif et un effet automatique, c'est-à-dire dispositions plus favorables et les dispositions créant des obligations. Les effets de l'inexécution d'un accord ou convention collective. Alors, c'est une action des salariés dans le cadre d'un litige individuel, s'il y a une exécution, ça peut être comme ça, ou une action de substitution d'un syndicat, ou une action exercée par les parties à l'accord collectif sur le fondement de la responsabilité contractuelle, c'est-à-dire l'exécution forcée et dommages et intérêts. Et il y a également l'action en défense de l'intérêt collectif de la profession. Dernier point, l'évolution des accords collectifs. Pour la révision des accords collectifs.
Les règles sont fixées par les partenaires sociaux de base. La procédure, elle se fait comme suit. C'est engagé par une organisation signataire ou adhérent à l'accord collectif ou un syndicat non parti. Voilà, ça c'est ceux qui peuvent prendre parti, qui peuvent engager cette procédure. Puis, il faut inviter les organisations syndicales représentatives aux négociations, et après il y a validation de l'avenant. Ça a un effet automatique et immédiat. Pour dénoncer des accords collectifs, alors déjà on peut uniquement dénoncer les accords collectifs à durée indéterminée. Alors ça doit également porter sur une dénonciation totale, ça ne peut pas être partiel. C'est engagé, cette dénonciation, par les signataires employeurs ou salariés, ça doit être notifié à tous les signataires, et les effets, c'est qu'il y a un préavis de 3 mois de base, puis un préavis de 12 mois, et après, soit un accord, soit aucun accord, et s'il n'y a aucun accord, il y a néanmoins la garantie de rémunération. Et pour finir, la mise en cause des accords collectifs, il y a l'accord de transition, donc c'est un statut transitoire qui est limité à 3 ans, et qui est uniquement du coup pour les salariés transférés. Ou sinon, il y a un accord de substitution, en fait ça couvre l'ensemble des salariés impactés, et c'est un statut d'harmonisation.